Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison d'Actuel. Au sommaire de ce numéro de rentrée, l'Inde en train de devenir une usine à bébés. La gestation pour autrui s'y développe sans tabou. Mais à qui profite le plus ce commerce international? Pas forcément aux mères porteuses. Daesh et sa théologie du viol, comment l'organisation de l'État islamique justifie l'esclavage et l'exploitation sexuelle des femmes yézidis notamment. On en parle avec Ingrid Terwatt de Courrier International. Et enfin, des hommes qui s'engagent pour l'égalité professionnelle et s'impliquent dans la vie familiale, une tendance qui s'affirme en France. Certains s'organisent en réseau, comme les Happy Men. Mais pour commencer, donc, direction l'Inde qui s'impose sur le marché mondial de la GPA. De nombreux étrangers en mal d'enfants y trouvent des mères qui louent leur ventre pour 7 000 € environ, soit 20 ans de salaire. Mais ceux qui se font le plus d'argent sont les intermédiaires. C'est une petite ville de province, loin des mégalopoles indiennes. Et pourtant, c'est là qu'elle s'est installée. Le docteur Patel, la femme qui, ces 10 dernières années, a fait naître plus de 840 bébés issus de gestation pour autrui. Ce matin, elle vient visiter l'immense chantier de sa future clinique. Dans l'établissement seront traités tous les problèmes de fertilité. Et notamment au sous-sol, tout est prévu pour accueillir plus de 100 mères porteuses simultanément. Cela dépendra, elles seront soit 3, soit 5 par chambre. Cette clinique sera d'ailleurs sa deuxième. Celle-ci a ouvert il y a 10 ans. On y croise des couples en mal d'enfants et des femmes enceintes qui portent l'enfant d'étrangers. Aujourd'hui, le médecin reçoit Erika, une Américaine qui vit en Italie. Elle a payé 25 000 €. Un prix qui comprend tout jusqu'à la livraison de son bébé. En Europe, en Italie où j'habite, c'est illégal. Donc on ne peut pas le faire là-bas. Et aux États-Unis, c'est très très cher et c'est la mère porteuse qui a tous les droits, pas les parents biologiques. Nous pensons que nous aurons plus de droits ici. Tous les jours, le docteur Patel reçoit des photos d'enfants qu'elle a mis au monde et qui grandissent aux 4 coins de la planète. Elle dit aussi recevoir des demandes de renseignements de couples français plusieurs fois par semaine, sans toutefois y donner suite, car la GPA est illégale en France. C'est très triste. Il y a tellement de couples français qui en ont besoin et qui veulent venir ici. Et c'est leur dernière chance quand leur docteur leur parle de la GPA. Mais ils ne peuvent pas. Les mères porteuses vivent à l'écart dans de petites maisons en dehors de la ville. Ici cohabitent une quarantaine de femmes, toutes enceintes. Chacune reçoit un peu moins de 7 000 € pour porter un enfant. Une somme qui équivaut ici à 20 ans de salaire. Pour Shilpa, qui a perdu son mari, c'était une nécessité afin de nourrir et loger ses 2 filles. Je suis heureuse car je vais apporter de la joie à notre couple. Mais je suis aussi un peu triste. Pourquoi? Vous savez, j'ai gardé le bébé 9 mois dans mes entrailles, donc c'est déchirant de m'en séparer. Mais seulement un petit peu. Les mères porteuses ne peuvent pas quitter cette maison pendant la grossesse, afin d'être toujours sous surveillance. Elles reçoivent la visite de leur famille une fois par semaine. Yotsana sait qu'elle ne pourra pas être présente à l'anniversaire de ses filles, mais elle veut croire que c'est un mal pour un bien. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des enfants. Eux, ils ont de l'argent, mais pas d'enfants. C'est tout, c'est la vie. Les cliniques comme celle du docteur Patel se sont multipliées en Inde ces dernières années. Il y en aurait aujourd'hui plus de 3000. Mais ce chiffre n'est en fait qu'une estimation, car officiellement, il n'existe aucune procédure d'enregistrement auprès des autorités indiennes. Triste anniversaire, au Nigeria, on commémorait cette semaine les 500 jours de captivité des lycéennes de Chibok. Leur enlèvement par la secte islamiste Boko Haram avait suscité une vague d'émotions internationales. Sur les 276 adolescentes kidnappées, seules 57 ont pu s'échapper. Les autres ont très probablement été mariées de force ou vendues. L'esclavage et l'exploitation sexuelle font partie des pratiques tolérées et promu par Boko Haram, qui a fait allégeance à Daesh au printemps dernier. D'après une enquête du New York Times, l'organisation de l'État islamique applique même une théologie du viol. On en parle avec vous, Ingrid Terwatt, journaliste à Courrier International. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette enquête, cet article a eu beaucoup de retentissement cet été. Sur quoi est-il basé ? Alors, Rukmini Callimachi, qui est l'auteur de cette enquête, est une journaliste aguerrie de terrain et elle est allée
dès qu'on a appris en fait que beaucoup de femmes yézidis avaient été enlevées et certainement violée. On n'avait pas encore les éléments. C'était en août 2014 et elle est partie sur le terrain. Plusieurs mois après, bien sûr, elle a enquêté, elle a rencontré des centaines de jeunes filles. Donc c'était une démarche longue. Il fallait avoir l'assentiment des familles et ensuite que la parole se libère. Et fort de tous ces témoignages, elle a écrit son article qui révèle un petit peu à la première personne comment les choses se sont passées. C'est absolument effrayant. Voilà. Alors donc il faut déjà préciser que les Yézidis, c'est une minorité religieuse pré-islamique, persécutée souvent. En tout cas, là, ils ont été directement persécutés à partir du mois d'août par Daesh. Et l'organisation de l'État islamique justifie pratiquement religieusement ces actes de viol et la pratique de l'esclavage vis-à-vis de cette minorité. Oui, c'est ça qui est surprenant. Que le viol soit utilisé dans un conflit, c'est malheureusement tout à fait classique. Sauf qu'en général, les violeurs, une fois le conflit passé, ne revendiquent pas le viol. Là, c'est l'opposé. Daesh le revendique, l'explique, fait la publicité de cette méthode avec l'idée que comme ces femmes ne sont pas des musulmanes, ce n'est pas un péché, parce qu'évidemment, l'islam proscrit le viol, interdit le viol. Mais pour Daesh, comme elles ne sont pas musulmanes, les violer, finalement, rapproche les combattants de Dieu. C'est une aberration, évidemment, mais il y a une justification religieuse là-dedans. D'ailleurs, ils n'utilisent pas le mot viol pour qualifier les actes dont ils se rendent coupables, mais des termes liturgiques. Des termes liturgiques, et dans certains témoignages, on peut lire que même les combattants qui violent font leur prière juste avant, juste après, et finalement disent que ça les reproche plus de Dieu. Au-delà quand même de cette justification ou de cette pseudo-justification religieuse, il y a aussi tout un système institutionnalisé. Et ce que montre l'enquête du New York Times, c'est que finalement, c'est bureaucratisé véritablement et c'est une façon d'attirer aussi des combattants. Complètement. On transfère les femmes, ensuite on les répartit, alors on les répertorie, on les recense, on les transfère, ensuite on les marie. Et on fait des contrats notariés avec tout un système vraiment très officiel. Et ensuite, quand vous changez de propriétaire, votre propriétaire étant également votre violeur, eh bien le contrat donc doit être transmis. Il y a de la paperasse à faire. Et tout ce système un petit peu officiel, enfin qui se donne ces allures bureaucratiques, est mis en place pour se parer d'une espèce de légitimité et pour attirer des combattants, puisque violer une femme yézidi rapprocherait de Dieu, et voilà, que ce serait un système. Donc ça attire des jeunes fanatiques. Oui, une théologie ou une pseudo-théologie du viol. Donc, c'est l'enquête du New York Times dont on peut lire les grandes lignes dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Merci beaucoup, Ingrid Terwatt, d'avoir été avec nous. Partons à présent en France à la rencontre d'hommes qui cherchent un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et qui, par la même occasion, se battent pour plus d'égalité entre hommes et femmes. Certains se sont constitués en réseau, ils s'appellent les Happy Men, les hommes heureux. Nos reporters Lucie Provent et Sylvain Rousseau les ont rencontrés. Georges est un homme heureux, un Happy Man. Bien plus qu'un état d'esprit, un concept. Son secret, s'occuper de ses enfants, accorder du temps à son épouse et accomplir des tâches ménagères. Un happy man ou un homme heureux, c'est quelqu'un qui essaie d'équilibrer les temps de la vie. Donc le temps au travail, le temps à la maison, c'est du gagnant-gagnant. Je pense qu'aujourd'hui c'est fondamental, surtout quand on a des responsabilités, de pouvoir justement s'appuyer sur son conjoint. Détrompez-vous, ce n'est pas une réunion de travail sans fin. Georges est en compagnie d'autres hommes heureux. Ce réseau regroupe 300 membres venant de 10 entreprises françaises. Beaucoup d'entre eux ne reviendraient en arrière pour rien au monde. J'ai redécouvert, on va dire, ma famille, ma femme et mes enfants lors d'un congé sabbatique. J'ai compris que finalement, je vivais peut-être quelque chose qui n'était pas forcément une vie vraiment très normale. La mission de ces hommes, faire en sorte que leur façon de travailler soit plus acceptée et donc plus courante. Si on part avant 19h, avant 20h, on est nul pour un mec. Et il y avait une réunion, une conférence vendredi dernier, et on est sorti à 20h parce que c'était une conférence, et on a regardé, tous les bureaux étaient occupés par des hommes. Et donc là, on peut dire non. Moi, je peux dire non. Si mon chef me dit, tiens, tu passeras me voir à 7h, je dis, non, je rentre à la maison.
Oser dire non, c'est le slogan d'Edwige à la tête de Mix City, un réseau féminin. En France, 97% des congés après une naissance sont pris par des femmes. Et 40% des femmes changent de carrière après leur premier enfant, contre 6% des hommes. Les hommes, maintenant, se demandent si, en fait, faire carrière, c'est bien la seule chose et s'il ne faut pas un meilleur équilibre entre les deux. Donc nous voyons que les inégalités qui existent à gauche et à droite se rejoignent et donc nous pouvons essayer de trouver une meilleure solution ensemble. Combiner une vie de famille avec une carrière, une avancée pour les hommes et les femmes, mais aussi pour leurs enfants. Des études ont montré que le temps libre accordé par les pères aux enfants rend aussi ces derniers plus heureux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter parce que Actuen, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos remarques et vos suggestions. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.